Bonjour chers élèves, toujours dans la suite des vidéos qui s'intéressent à la cinétique chimique. Aujourd'hui je vous propose une vidéo où on va parler de le suivi de réaction par conductométrie. La dernière fois j'ai défini ce que c'est que j'ai parlé dans une vidéo sur la cinétique chimique d'une façon générale, ce qu'il faut savoir, temps de réaction, demi-réaction, les facteurs cinétiques, la vitesse volumique de réaction, tout ça, ça a été défini et j'ai traité un exercice sur la cinétique chimique, suivi de la cinétique chimique par la mesure de pression, d'accord, qui rentre dans les méthodes physiques. Je vous rappelle, les méthodes physiques, soit suivies par conductométrie, soit par la mesure de pression, soit par la mesure de pH. Par la mesure de pression, ça a été traité dans la vidéo précédente. Donc aujourd'hui, je vais m'intéresser au suivi de la réaction par conductométrie. Donc d'une façon générale, un exercice qui traite le suivi des réactions, voilà les idées essentielles. C'est savoir définir la vitesse volumique, donc savoir déterminer le temps de demi-réaction à partir d'une courbe, savoir l'effet, quels sont les facteurs cinétiques et leur effet sur la vitesse volumique. Enfin, exprimer la grandeur physique mesurée, que ce soit la conductivité ou la pression ou le pH, en fonction du taux d'avancement. Et ça, souvent, c'est basé bien sûr sur le tableau d'avancement. Donc voilà, d'une façon générale, ce qu'il faut bien comprendre quand vous traitez un exercice de suivi de réaction. Donc je vous ai choisi un exercice complet sur la mesure de la conductivité. C'est le suivant. On va traiter le 2-chlorométhochloropropane. Bon, celui-là on va le noter RCl dans la suite. Il réagit sur l'eau pour donner naissance à un alcool. Donc, vous voyez, ce produit chimique réagit avec l'eau pour donner un alcool ROH. La réaction est lente et elle est totale. On modélise la transformation par la réaction suivante. Voilà les données. La masse molaire de RCl, bon celui-là on va le noter dans la suite RCl. On va donner sa masse volumique. On va donner les conductivités ioniques de H3O+, et de Cl-. Et voilà le protocole expérimental. On prend une fiole jaugée, on introduit 1 ml de ce matériau RCl afin d'obtenir 25 ml et on ajoute de l'acétone. Bien sûr, à ce 1 ml, on va ajouter de l'acétone afin d'obtenir 25 ml d'une solution S. Voilà, on a préparé cette solution. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Dans un bécher, on place 200 ml d'eau distillée dans laquelle est immergée la sonde d'un conductomètre, c'est-à-dire celle qui permet de mesurer la conductivité. Et puis, à l'instant t égal à 0, on va déclencher le chronomètre et on va verser 5 ml de la solution qu'on a déjà préparée. Un agitateur thermique permet d'homogénéiser la solution et on relève la valeur de sigma en fonction du temps. Vous voyez, on suit la réaction par la mesure de la conductivité. Question, montrer que la quantité initiale de RCl introduite dans le dernier mélange, c'est-à-dire dans les 5 ml, est N0 égale à 1,8-10-3 mol. Établir le tableau d'avancement, quelle relation existe-t-il entre concentration d'H3O+, et Cl- à tout instant t. Donner l'expression de la conductivité en fonction de la concentration uniquement d'H3O+, et des conductivités molaires ioniques, c'est-à-dire lambda de H3O+, et lambda de Cl-. Donner l'expression de la conductivité des mélanges en fonction de l'avancement de la réaction, c'est-à-dire en fonction de X et du volume du mélange réactionnel et des conductivités molaires ioniques. Cinquièmement, pour un temps très grand, la conductivité va tendre vers sigma infini. Le mélange ne varie plus, du mélange qui ne varie plus, c'est-à-dire vers une constante. On vous donne la valeur de sigma infini qu'on mesure expérimentalement et on vous dit, avec ça, vérifier que la transformation est bien totale. Sixièmement, on vous dit exprimer le rapport sigma sur sigma final en fonction de X.
de sigma infini, sigma et de l'avancement x max de la réaction. D'accord? On déduire l'avancement x en fonction de sigma infini, sigma et de x max. Pour sigma égale à 0,2 Siemens par mètre, quelle est la valeur de x? Maintenant, on va exploiter le résultat. On vous a donné la courbe qui permet de tracer x en millimol en fonction du temps. Et on va poser quelques questions qu'on va tous répondre uniquement à partir de la courbe. Expliquer la méthode qui permet d'évaluer graphiquement la vitesse à t égale à 4 secondes. À l'aide de cette courbe, indique comment évolue cette vitesse au cours du temps. Quel facteur cinétique permet de justifier cette évolution, c'est-à-dire permet de justifier la réponse à la question 9. Définir le temps de demi-réaction et estimer graphiquement sa valeur. Maintenant, on réalise la même expérience à une température plus élevée. Dessiner qualitativement, c'est-à-dire juste grosso modo, sur la courbe précédente les variations de x en fonction du temps. Et enfin, dernière question, 13, pour les qui sont suspicieux, il ne faut pas faire l'exercice. La valeur du temps de demi-réaction est-elle identique, inférieure ou supérieure à la valeur précédente? Voilà un exercice qui ressemble énormément à tous les exercices qui traitent le suivi des réactions par la conductivité. Donc en gros, définir d'abord les espèces qui contribuent à la conductivité, exprimer leur concentration en fonction de x, et enfin essayer d'exprimer sigma en fonction de x. Donc si on arrive à mesurer sigma, on peut suivre l'évolution de la réaction chimique en fonction du temps. Donc voilà, j'ai schématisé ici le protocole expérimental. On prend 1 ml du produit initial que j'ai noté RCl. R c'est un radical. D'accord? Ensuite, on a ajouté de l'acétone et on obtient un volume de 25 ml de solution. D'accord? Donc ça, c'est le protocole de départ. Donc vous voyez 1 ml de RCl, on ajoute de l'acétone, ça veut dire on a ajouté 24 ml de l'acétone et on obtient une solution de 25 ml. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 5 ml de cette solution qu'on a versé dans un bécher qui contient 200 ml d'eau. La question, quel est le nombre de moles introduit dans le dernier mélange? Voilà le dernier mélange, donc le nombre de moles en fait que contient 5 ml de la solution S. Voilà la question. C'est clair? Donc vous avez une solution de départ qui contient l'acétone plus RCl. On a pris 5 ml de cette solution et on vous demande quel est le nombre de moles de RCl dans ces 5 ml. D'abord, pour y répondre, on va d'abord déterminer le nombre de moles dans 1 ml de RCl tout court. Donc, nombre de moles, bien sûr, par définition, c'est la masse divisée par la masse molaire. Or, la masse de RCl dans 1 millilitre, c'est quoi? Puisqu'on a dans la masse volumique, M, c'est ρ fois V. C'est pourquoi on vous donne la masse volumique de ce radical RCl, de ce produit chimique que j'ai noté RCl. Donc, je connais ρ, je connais V, donc je peux déterminer la masse de RCl dans 1 millilitre. Donc, je peux déterminer le nombre de moles que contient ce millilitre de RCl. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a ajouté 24 millilitres de l'acétone. Donc, on a obtenu une solution de 25 millilitres qui contient bien sûr le même nombre de moles. Mais la concentration va changer. Maintenant, j'ai pris de cette solution-là 5 millilitres. Est-ce que la concentration va changer entre cette solution et ces 5 millilitres? Bien sûr, la concentration va rester constante. Si vous avez 1 litre de l'eau de Javel à 12 degrés, si vous prenez un demi-litre, sa concentration c'est toujours 12 degrés. D'accord? Donc c'est ça ce qu'on va utiliser. Dans la solution S de 25 ml, on a N mol de RCl. C'est ce que j'ai calculé ici. Le nombre de moles, lui, que vous ajoutez l'acétone, le nombre de moles ne va pas changer. On prélève 5 ml de la solution S et on veut déterminer le nombre de moles dans cette solution. Donc voilà, comme j'ai dit là, ce qui est très important ici, c'est que la concentration elle est constante. La concentration de ces 5 millilitres c'est la même que la concentration de 25 millilitres. La concentration ne va pas changer. Mais le nombre de moles, bien sûr, va changer. Donc la concentration, c'est le nombre de moles divisé par le volume
25 ml, qui est égal à N0 divisé par 5 ml. Donc, je peux déterminer N0, qui est égal à V0 fois N sur V. Donc, V, c'est le volume de 25 ml. N, c'est le nombre de moles qu'on a déjà calculé. J'ai prélevé 5 ml. Ce nombre de moles qui va contenir, c'est N0. Et donc, vous voyez bien que N0 va être divisé par 5, puisque le volume a été divisé par 5. Et si on fait l'application numérique, on retrouve bien 1,8 10 moins 3 mol. Question suivante, établir le tableau d'avancement et quelle relation existe-t-il entre la concentration d'H3 plus et Cl-. Bon, le tableau d'avancement, bien sûr, on écrit la réaction chimique. On vous dit total, une seule flèche. On a commencé avec N0 mol de RCl. L'eau, c'est un solvant. Donc, on avait 0 AT égale à 0. X, bien sûr, N0 moins X, X, et à l'état final, N0 moins X max, X max et X max. Puisque la réaction, elle est totale, on va faire X max. Et bien sûr, X max est égal à quoi? Est égal à N0. Et N0 est égal à 1,8 10 moins 3. Donc voilà le tableau d'avancement. Et à chaque instant, qu'est-ce qu'on remarque? Que le nombre de moles de H3+, c'est X, et c'est le même que Cl-. Donc la concentration, c'est la même, puisque le volume, il est constant. Donc, concentration de H3+ est égale à concentration de Cl-. Maintenant, on veut l'expression de la conductivité en fonction de H3+, uniquement, et des conductivités ioniques polaires. Donc d'abord, la définition de sigma, c'est la sommation sur I, lambda I, concentration de tous les ions qui contribuent à la conductivité. Dans notre cas, on a deux ions qui vont contribuer, un anion et un cation. Donc sigma, c'est lambda H3+, fois sa concentration, plus lambda Cl- fois sa concentration. Or, on vient de montrer que ça est égal à ça, qui est égal à X sur V. Donc je factorise par la concentration d'H3+, et voilà, on a déterminé sigma uniquement en fonction de la concentration H3+, et des conductivités ioniques molaires. Maintenant, donner l'expression de la conductivité du mélange en fonction de l'avancement de la réaction, du volume du mélange réactionnel et des conductivités molaires. Ici, on nous a demandé de l'exprimer uniquement en fonction de l'H3+, là, en fonction de X. Voilà, c'est très simple, il suffit de remplacer H3+ par X sur V, et donc, vous avez sigma est égal à X sur V fois les concentrations. Vous voyez maintenant, la mesure de la conductivité permet directement de connaître X. Et c'est ça l'intérêt des suivis de réactions chimiques par les méthodes physiques. Donc ça se fait de façon continue. Donc à chaque instant, on mesure sigma. Donc à chaque instant, on connaît X. Et j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente la différence entre le suivi par des méthodes physiques et le suivi par des méthodes chimiques qui nécessitent beaucoup de matériaux. Maintenant, pour un très grand nombre, un temps très grand, sigma tend vers sigma infini, on va dans la valeur sigma infini et on vous dit à partir de cette valeur, montrer que la réaction est bien totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de sigma infini, il faut calculer x final et montrer que effectivement x final est égal à x max. Or sigma il est lié à x, vous voyez bien que si sigma est égal à sigma infini, x est égal à x final. Donc je peux déterminer x final si je connais sigma infini. La seule chose là, il faut faire attention à l'application numérique. Donc quand t tend vers l'infini, x tend vers x final. Donc je remplace sigma par sigma infini, x par x final, et donc je peux déduire x final. Donc x final c'est v fois sigma infini divisé par ça, divisé par les conductivités ioniques molaires. Là il faut faire très attention. Donc je rappelle ici les données. Voilà conductivité ionique molaire de H3+, de Cl-, voilà sigma infini, et voilà le volume total. Donc le volume total c'est 200 ml d'eau, auquel il faut ajouter 5 ml de la solution qu'on a versée. D'accord? Donc il va vous donner un volume de 205 ml. Mais notez bien là, notez bien en rouge. Dans les mesures de la conductivité, le volume doit être en quoi? En mètres cubes. Pourquoi? Parce que la conductivité est exprimée en mètres. Siemens par mètre. Donc il faut transformer ce 205 ml en mètres cubes. D'accord? Donc c'est 205 10 moins 3
litres, qu'il faut bien sûr va devenir 205 10-6 mètres cubes. C'est ça où il faut faire attention. Voilà, 206 10-6 mètres cubes. Ça c'est très important, c'est des erreurs classiques. D'accord? Dans la mesure de la conductivité, on exprime le volume en mètres cubes. Bien, donc voilà sur le volume. Et le volume, notez bien, c'est 200 ml plus le volume qu'on a versé de la solution initiale. Et donc, c'est 205 ml. Donc maintenant, X final, vous voyez, j'ai remplacé le volume par 205 10-6. Ça, c'est sigma infini. Ça, c'est les conductivités ioniques molaires. Vous simplifiez par 10-4, 10-2, petit calcul, et vous allez trouver exactement X max. Donc la réaction, elle est bien totale, envisagée est bien totale. Question suivante. On vous dit d'exprimer sigma sur sigma infini et en déduire l'expression de l'avancement x en fonction de sigma, sigma infini et de x max. Bon, c'est juste une réécriture. On a sigma en fonction de x. Donc sigma infini, c'est x final sur le volume, voilà. Donc pour faire chercher le rapport, il suffit de faire cette équation sur celle-là. Donc sigma sur sigma infini, on va simplifier par tout ça et par le volume aussi. Et donc vous allez voir sigma sur sigma infini est égal à x sur x final. Ça veut dire x est égal à sigma fois x final divisé par sigma infini. Maintenant, pour sigma égale à 0,2 Siemens par mètre, quelle est la valeur de x? Bon, il suffit de remplacer sigma par 0,2. On connaît x final, on connaît sigma infini. Et vous allez trouver 9,6 10-4 mol. Donc, vous voyez, bien sûr, il est inférieur à x max. Maintenant, on vous dit expliquer la méthode qui permet d'évaluer graphiquement la vitesse volumique à un instant t quelconque. Par exemple, t égale à 4. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va vers t égale à 4 et on cherche le point sur la courbe. Le point, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on fait après? On trace la tangente à la courbe en ce point. D'accord? La tangente à la courbe. Et on vous rappelle que la vitesse volumique, c'est quoi? C'est 1 sur le volume fois d de x sur d de t. Donc, pour déterminer la vitesse, on doit connaître d de x sur d de t. Et ce terme n'est autre que la pente de cette tangente. Donc, une fois qu'on a tracé la tangente, vous prenez deux points quelconques, vous cherchez delta x sur delta t, et ça vous donne la valeur de d de x sur d de t, qu'on divise par le volume, et on a directement la vitesse. Voilà comment on détermine la vitesse à un instant t quelconque. Maintenant, à l'aide de la courbe, indiquez comment évolue cette vitesse au cours du temps. Pour répondre à la question, j'ai tracé la vitesse. Ici, la pente en 3 points. Un instant T1, ensuite un instant T2 supérieur à T1, et un instant T3 supérieur à T2. Et si vous essayez de tracer la pente de cette courbe-là, c'est tangente cet angle. La pente de cette courbe-là, c'est la valeur de cet angle, tangente de cet angle. Et là, vous voyez l'angle étant pratiquement vers 0. Donc, vous voyez que l'angle diminue, donc tangente va diminuer. Et donc la vitesse va diminuer au fur et à mesure que le temps augmente. D'accord? Et là, on vous pose une question très intéressante. Quel est le facteur cinétique qui permet de justifier cette diminution? Donc, c'est-à-dire cette évolution. Donc, on voit que la vitesse diminue quand le temps augmente. Donc, quel est le facteur cinétique mis en point par cette variation? Eh bien, le facteur cinétique, ce n'est pas la température. Faites attention. D'accord? C'est la concentration des réactifs. Pourquoi? Parce que si le temps diminue, en fait, la concentration de RCl diminue. Et si la concentration des réactifs diminue, la probabilité que deux molécules de réactifs interagissent va diminuer. D'accord? Donc, c'est-à-dire, au niveau microscopique, le nombre de molécules va diminuer dans un volume qui reste constant. Et donc, la fréquence ou bien la probabilité de choc entre deux molécules va diminuer et donc la réaction va diminuer et à la fin bien sûr la réaction va tendre vers une constante parce qu'il n'y a plus de réactifs. Définir le temps de demi-réaction et estimer graphiquement sa valeur, ça on a déjà parlé dans la vidéo précédente. Par définition, T1,5 c'est le temps de demi-réaction, c'est le temps qui correspond à un taux d'avancement égal à x final sur 2. Donc vous cherchez x final, vous cherchez la moitié de x final, et le temps
qui correspond à ce temps, c'est T1 demi. D'accord? Donc si la réaction est totale, bien sûr, xt1 demi, c'est x max sur 2, ce qui est notre cas, 1,8. Vous divisez par 2, ça vous donne 0,9. D'accord? Donc x1 demi est égal à x max sur 2. Donc on a trouvé 0,9. Et on cherche sur la courbe 0,9, c'est à peu près 1,2 secondes. Voilà. Maintenant, on réalise la même expérience, mais avec une température plus élevée. On dessine graphiquement l'allure. Bien sûr, si la température est élevée, la vitesse de la réaction va augmenter. D'accord? Ça veut dire qu'on va atteindre l'équilibre très rapidement. Là, on met en évidence le deuxième facteur cinétique qui est la température. En fait, pourquoi? Parce que la même chose, si la température augmente, au contraire, l'agitation thermique va augmenter la fréquence des chocs entre les particules et donc va augmenter la réactivité de la réaction chimique. Conséquent, la température contribue donc à l'augmentation de la vitesse de la réaction. Donc, dernière question, la valeur du temps de réaction est-elle identique, inférieure ou supérieure? Bien sûr, il suffit de tracer sur la courbe. Bien sûr, x max ne va pas changer, puisque la concentration initiale n'a pas changé. Donc, on cherche x max sur 2. On trace la droite, et vous voyez bien, T1 demi pour la température élevée, il est plus petit que T1 demi pour la température plus faible. Donc, on va atteindre l'équilibre très rapidement. Ça veut dire T1 demi, bien sûr, il est plus faible que la précédente. Donc, voilà pour cet exercice que j'ai essayé de faire un peu rapidement, mais ça vous permet de réviser. Donc c'est la période des révisions, de bien revoir votre cours de cinétique. J'ai rappelé exactement ce qu'il faut savoir dans ce chapitre là, donc savoir définir la vitesse de réaction, déterminer T1 demi, les facteurs cinétiques, comment exprimer la grandeur physique qu'on vous donne en fonction de taux d'avancement. Donc voilà, je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, bon courage, bonne continuation. J'attends vos commentaires. Partagez la vidéo avec vos amis. À très bientôt.